Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour notre deuxième journée AFTE. J'espère que la première, vous l'avez trouvée excellente et je suis persuadé que la deuxième, vous la trouverez encore meilleure. En tout cas, bonjour à tous. Monsieur l'administrateur délégué, mesdames, messieurs. Donc l'année dernière, vous le savez, le thème de nos travaux s'intitulait 40 ans de volatilité, 40 ans d'innovation. Alors, naturellement, c'était un clin d'œil aux 40 printemps de notre association. Et cette année, nos réflexions entamées hier matin visent à répondre à la question « 10 ans de crise et maintenant ». Il me semble que dans cette question, 3 éléments méritent d'être soulignés. Tout d'abord, la période de temps, 10 ans. Il y a 10 ans, en effet, comme on le rappelait hier, à l'été 2007, apparaissaient les premiers symptômes d'une crise sans précédent depuis le krach de 1929. Plusieurs fonds d'investissement tombaient en faillite. Ensuite, le pluriel du mot « crise ». Oui, il y a eu la crise des subprimes et la disparition de la banque Lehman Brothers, mais aussi la crise de la zone euro, la crise des souverains avec la quasi-faillite de la Grèce. Enfin, c'est le point d'interrogation qui m'interpelle et qui finalement soulève 2 questions exclusives l'une de l'autre. Est-ce que le monde capitaliste en a enfin terminé avec les crises compte tenu de la batterie de mesures correctives adoptées par de nombreux pays ou groupes de pays depuis 2008, au premier rang desquels le Dodd-Frank Act aux États-Unis ou EMIR en Europe? La deuxième question étant, à contrario, est-il imaginable que nous connaissions à plus ou moins brève échéance une nouvelle crise financière de forte ampleur? Et c'est à cela donc que je vais tenter de répondre. Alors, sans remonter au krach de 1929, je pense qu'on aurait pu sans doute élargir notre champ d'horizon, et ce d'autant plus volontiers que nous venons de fêter les 30 ans du krach boursier qui s'est produit le 16 octobre 1987. Je suis persuadé qu'un certain nombre d'entre vous ici présents s'en souviennent parfaitement. Ce vendredi-là, la bourse de New York a perdu 4%, mais ce n'était que bien peu en regard des 23% qu'elle perdit le jour ouvré suivant, le lundi 19 octobre. Plus de 25% de baisse en 2 jours, du jamais vu depuis 58 ans, et le fameux Black Thursday du 24 octobre 1929. Décidément, octobre n'est pas un bon mois pour les boursicoteurs. Cette subite dépression trouve son origine dans les fortes hausses de taux décrétées par le patron de la Fed de l'époque. En effet, entre 1979 et 1985, Paul Volcker, qui était président de la Fed, a décidé d'augmenter les taux directeurs de façon violente et rapide afin de combattre l'inflation. Pour une inflation moyenne de 13,5%, donc conféré 0 aujourd'hui, les taux courts montent soudain à plus de 19%. Ces taux réels constituent naturellement une attraction sans précédent pour les capitaux étrangers. Le dollar monte à des sommets, on l'a rappelé hier, plus de 10 francs 80 à l'époque, donc 1,65 €. Mais en contrepoint, compte tenu des déficits affichés par l'économie américaine, ceci n'est plus acceptable. S'ensuit donc une valse hésitation. Tout d'abord en 1985, les accords du Plaza, qui visaient à organiser donc la baisse du dollar et qui retombe à 0,95 €. Puis en 1987, il s'agit des accords du Louvre, qui eux ont pour but de mettre fin à la base du dollar. Enfin, vous voyez la valse hésitation des régulateurs de l'époque. Mais l'économie américaine a été dopée par une dépréciation de près de 50% du dollar, et en quelques mois, donc du coup, le prix des actions s'envole, l'inflation redémarre, la Fed donc commence à remonter les taux en janvier 1987, les taux des trésoreries passent ainsi de 7% en janvier à 9,5% en septembre, à tel point que le rendement des titres devient supérieur au rendement attendu sur les actions, et le 16 octobre, les murs se fissurent, et le 19 octobre, le temple de Wall Street s'écroule. Donc en 48 heures, c'est 600 millions d'actions qui auront changé de main. Alan Greenspan, qui en août 1987 a succédé à Paul Volcker, doit faire face à une crise formidable au sens littéral du terme. Il décide d'ouvrir le robinet de la liquidité et non de le marché pour éteindre l'immense incendie, décision judicieuse puisque la Fed évite ainsi une catastrophe majeure. En 1989, ce sont les marchés financiers qui devront faire face à la crise des junk bonds. En 1994, le 4 février exactement, la Fed, pilotée par Alan Greenspan, toujours prenait de court les marchés obligataires. En relevant légèrement son taux directeur, il mettait ainsi fin à une ère de crédit bon marché. Ceci ne fut pas sans conséquences, entraînant par exemple en Californie la faillite du comté d'Orange et de son fonds d'investissement, pourtant piloté à l'époque par un certain Robert Citron. En 1997, c'est au tour des marchés émergents et des fameux dragons, Thaïlande en tête, de mettre le feu aux marchés financiers. En effet, un mécanisme de peg liant le baht thaïlandais au dollar a donné l'illusion d'une garantie de change, et du coup, le système bancaire s'est très lourdement endetté à court terme et en devise, ce qui a permis de financer
des vagues de spéculations boursières et immobilières. Les banques locales empruntent à court terme en devises, prêtent à long terme en monnaie locale, et naturellement, le 2 juillet 1997, c'est une crise de taux et de change sans pareil qui se déclare. En 1998, c'est le défaut de la Russie sur les GKO, qui sont l'équivalent des Treasury Notes, mais en Russie, qui est à l'origine d'un flight to quality et qui va causer la faillite du hedge funds Long Term Capital Management. Mais là encore, pour contenir le krach, la Fed décide d'injecter une grande quantité de liquidités. En mars 2000, c'est l'éclatement de la bulle Internet, surinvestissement dans les télécoms, valorisation gigantesque des startups Internet fondées sur le nombre de clients potentiels et non sur les éléments comptables, et c'est le retour au brick and mortar. En 2007, c'est la crise des subprimes, provoquée par la titrisation des créances douteuses issues de la bulle immobilière aux États-Unis dans les années 2000. Ceci se traduit par une baisse violente de l'immobilier qui déclenche un effet domino, provoquant l'effondrement de diverses grandes banques américaines. Je rappelle Bear Stearns, qui est sauvé quand même par JP Morgan, Merrill Lynch, sauvé par Bank of America. La Fed et la BCE décident de procéder à de puissantes injections de liquidités, là encore. Le plan Paulson a pour conséquence la faillite de Lehman Brothers dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre 2008. En quelques jours, les actifs boursiers perdent plus de 10 000 milliards de dollars. Les fonds de retraite par capitalisation américains ont eux perdu 20 000 milliards de dollars en 12 mois. Compte tenu d'un risque de contrepartie particulièrement aigu, le marché interbancaire se paralyse et se ferme. En 2009, c'est la crise dite des souverains, essentiellement concentrée en zone euro. Si une banque peut faire faillite, on vient de le voir, un État peut lui aussi mettre la clé sous la porte. En 2015, on assiste en Chine à un mini-crack boursier qui commence le 12 juin 2015. À Shanghai, les actions baissent de plus de 30%. Le taux de croissance de l'économie chinoise ralentit et va donc affecter toutes les bourses dans le monde. J'aurais pu également évoquer les crises financières qui ont trouvé leur origine dans des guerres, l'invasion du Koweït par exemple en 1990, attaques terroristes, tout le monde se souvient du 11 septembre, dans des hésitations politiques, ça a été le cas lors du référendum sur Maastricht en 1992, la Turquie, le Brésil, etc. Bref, en 30 ans, les marchés financiers n'ont pas vogué sur un long fleuve tranquille, loin s'en faut. Alors lorsqu'on prend du recul face à cet inventaire, on se rend compte que ces instabilités, somme toute relativement récentes, ont pour origine, de mon point de vue, quatre causes. La première, c'est l'abandon du système de référence Gold Exchange Standard qui a été décidé par le président Richard Nixon le 15 août 1971 et qui met fin donc à la suprématie du dollar. En effet, avant cette décision pour le moins structurante, depuis la fin de la guerre, les marchés financiers n'avaient pas connu de soubresaut majeur. Le deuxième motif est la mondialisation de l'économie et de la finance avec l'apparition des pays dits émergents et dont certains ne le sont plus, comme la Chine naturellement. En effet, ces pays ont connu des taux de croissance vertigineux, mais aussi un accroissement phénoménal de leurs dettes. La troisième raison tient à l'importance prise par les marchés financiers qui se sont efforcés, et on n'a pas eu besoin de les pousser, à mettre en œuvre la politique dite des 3D, déréglementation, désintermédiation et décloisonnement, entre autres aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Par ailleurs, le développement des déficits publics et donc leur financement a eu pour conséquence naturellement de renforcer les marchés financiers. La quatrième cause, directement issue de la pensée unique et de la capillarité importante entre le monde universitaire, le monde politique et le monde économique, et ceci est parfaitement illustré dans un film qui s'appelle Inside Job et qui a été réalisé par un certain monsieur Charles Ferguson, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Face à ces grandes causes, quels sont donc les remèdes qui peuvent être envisagés? Alors, afin de rendre plus transparentes les opérations traitées, de contenir davantage le risque de contrepartie et de mieux protéger l'investisseur et surtout l'épargnant, les États ont pris deux types de décisions. D'une part, l'indépendance des banques centrales a été décrétée et il semble qu'en matière d'injection de liquidités et de pilotage de taux directeurs, on ait fait quelques progrès. Et d'autre part, le nettoyage et le renforcement des tuyaux monétaires qui ont donc donné lieu au vote de nombreuses lois initiées par tous les régulateurs. Et ceci, naturellement, a permis de contenir un risque systémique, même si une immense zone d'ombre demeure. Je veux parler du shadow banking. Alors, fort de ce constat, ne décèle-t-on cependant pas des facteurs qui pourraient être interprétés comme des signes avant-coureurs d'une nouvelle crise? Alors, tout d'abord, côté banque, on relève
Le Banco Popular a été rayé, vous l'avez vu récemment, de la carte, après avoir été repris pour 1 euro symbolique par Santander. Clients épargnés, mais pas les actionnaires. L'État italien vient d'injecter 17 milliards d'euros pour sauver Popolare di Vincenzo et Veneto Banca, mais c'est surtout le secteur bancaire transalpin dans son ensemble qui est menacé de crise à cause du montant des dettes et créances douteuses. Et je suis sûr que M. Ami nous en parlera tout à l'heure. La Deutsche Bank, déjà fragile, s'est vue récemment infliger par les autorités américaines une amende de 7 milliards de dollars, ça aurait pu être 12, en raison de sa forte implication dans la crise des subprimes. Quant à RBS, qui frôla la faillite, elle ne dut son salut qu'à la nationalisation par l'État anglais et qu'elle n'est toujours pas sortie d'affaires, je vous le rappelle, ce qui en dit long donc sur l'exposition au risque de cet établissement. En outre, lorsqu'on regarde autour de soi, on constate que de lourdes incertitudes, dont certaines ont été largement pointées du doigt par Mme Lagarde, pèsent sur le secteur de la finance. J'en distingue 6. La volonté clairement affichée par M. Trump et son administration largement infiltrée par des ex-Goldman Sachs de détricoter une partie de la réglementation mise en place par son prédécesseur est simplement qualifiée d'excès de zèle gouvernemental. Le Brexit, on en a largement parlé hier, on ignore en effet quel sera l'avenir de la City et les mesures qui seront prises par l'État anglais pour dissuader les banques de déserter la place, mais on peut parier que Londres, grand pourvoyeur des paradis fiscaux, fera rapidement le nécessaire pour prendre des mesures de dérégulation lui permettant de tirer son épingle du jeu dans une compétition féroce entre les places financières du monde entier. Le troisième élément, il s'agit des marchés d'actions qui sont devenus très chers. Les indices boursiers crèvent les plafonds. Le Dow Jones affiche aujourd'hui un nouveau record à plus de 23 400 points, ce qui représente une croissance de près de 70% par rapport à son niveau de 2007. Je rappelle qu'il a cru de 1800 points en 60 jours. Même si, je pense, dans cette analyse, il faudrait mettre les GAFA d'un côté et les autres valeurs de l'autre. Mais nous voilà à nouveau, je pense, entrés dans une phase d'exubérance irrationnelle. L'endettement privé et public peut être également souligné. Il s'est très fortement accru, et ce d'autant plus que la politique des taux bas, favorisée par un quantitative easing très développé, a créé une abondance de liquidités qui ne peut qu'engendrer la formation de bulles spéculatives susceptibles de déclencher une nouvelle crise. Patrick Artus en a parlé également hier. Aux États-Unis, les banques multiplient les crédits à des fonds d'investissement qui s'endettent de plus en plus pour, entre autres, racheter donc, des entreprises. La dette publique a depuis 10 ans cru très fortement. Globalement, l'endettement mondial rapporté au PIB est aujourd'hui supérieur à 135%. Et j'ai rappelé hier que la Chine affichait dans ce cadre un ratio de 250%, précédé par les États-Unis qui, eux, présentent un ratio à 260%. Mais l'exubérance ne se constate pas que sur des indicateurs visibles. Elle peut également être très dangereuse lorsqu'elle échappe à la supervision des régulateurs. Je veux donc parler du shadow banking. Ce secteur clandestin fonctionne grâce à des réseaux financiers parallèles, en utilisant les paradis fiscaux et en échappant à toute réglementation que seules les banques traditionnelles doivent impérativement appliquer en termes de fonds propres, de liquidité, de transparence, etc. La mise en œuvre des nouvelles technologies a indubitablement favorisé l'essor des marchés financiers et les mises en garde des gouvernements appelant à une surveillance renforcée n'ont pas empêché cette expansion, bien au contraire. Même le FMI a pointé du doigt ces excès en estimant qu'ils constituent une réelle menace pour la stabilité financière. En 2010, la Banque de France évaluait à 25 000 milliards de dollars le montant des transactions réalisées par la finance parallèle. En 2013, ce montant était évalué à 75 000 milliards, 3 fois plus. Et en 2015, selon un rapport du Conseil de stabilité financière, le total de ces transactions s'élevait à plus de 92 000 milliards. Le PIB mondial, je le rappelle, en 2016, était de 75 000 milliards de dollars. Alors, non content de ces chiffres astronomiques, la Banque de France a récemment révélé que près de 50% des sommes gérées par le shadow banking contient un risque systémique majeur. Donc, que fait la police ? De plus, compte tenu du fait que les taux directeurs ont été judicieusement pilotés, mais très abondamment utilisés, on est en droit de se poser l'ultime question suivante. Quelle est l'arme que les grands argentiers ont donc à leur disposition si demain ils devaient lutter contre les conséquences d'une nouvelle crise ? Alors Jean Monnet a dit « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise ». Alors puisque nous parlons crise, c'est avec grand plaisir que nous accueillons ce matin M. Jean-Pierre Mustier, le banquier français, qui s'est proposé pour sauver Unicredit.
Le sujet sur lequel vous avez été invité à intervenir, Monsieur Mustier, est le suivant. Quelle perspective demain pour la banque? Aussi, pour lancer le débat, je serais tenté de vous poser d'emblée quelques questions. Si on ne fait tant qu'entrevoir l'avenir de la banque, encore faut-il que la banque fasse toujours partie des acteurs en lice. Pouvez-vous donc en quelques mots nous dire comment vous voyez l'avenir d'Unicredit? Plus largement, de quelle façon le secteur bancaire transalpin doit évoluer s'il veut survivre? Par ailleurs, compte tenu des progrès fulgurants de la digitalisation qui permettent d'avoir la banque dans son salon ou dans son smartphone, comment, selon vous, le business model des banques doit évoluer? Est-ce qu'en matière de réglementation, on n'est pas allé un peu trop loin? Et enfin, est-ce que, selon vous, il faut prendre des mesures drastiques pour cantonner donc, le shadow rating qui risque d'être un des responsables majeurs de la prochaine crise financière? Je vous remercie de votre attention.